C'est la dernière ligne droite. On va parler du Togo. Le président Faure porte la menace djihadiste devant la tribune des Nations Unies. Mais bien avant, on va terminer avec le Mali, puisque Chris Ega n'a pas fini de faire sa démonstration et Kosiga à côté aussi. Envie de glisser quelques mots. Chris Ega, vous avez la parole. Oui, c'est pour dire rapidement en 2 minutes que vous m'avez donné qu'il ne faut pas que ceux qui sont au pouvoir donnent aux militaires qui aspirent aussi à venir au pouvoir, parce que vous savez, les casernes, je crois parfois, surtout en Afrique, lorsque vous n'avez pas des missions précises, parce que généralement ces pays ne sont pas en guerre. Ça veut dire que les militaires généralement n'ont que le train-train à gérer à l'intérieur des casernes. Vous savez que, par exemple, Alpha Condé, on l'a dit à 1000 reprises ici, on ne pensait pas que Alpha Condé aurait décidé de faire un troisième mandat. Et dans quelles circonstances? C'est celui-là qui a tripoté la Constitution, qui a fait passer une Constitution, ce n'était pas la bonne copie. On a vu ça sur les réseaux sociaux et vous promulguez, vous avez vanté une constitution, on voit à la place de ce que vous avez vanté un autre texte qui circule et puis c'est dans des conditions rocambolesques qui ne ressemblent pas à ce grand intellectuel qu'on avait connu, professeur d'université de son état, qui est venu se produire sur une scène aussi ridicule. On ne s'attendait pas à ça. Lorsque vous dites que vous êtes des intellectuels, des gens nantis de tête et diplôme, mais que vous venez vous produire dans des scènes comme ça devant la communauté nationale et internationale, ce n'est pas digne de vous. Il faut que on va dire que les militaires ne prennent pas le pouvoir de cette façon, mais il faut qu'on dise aussi qu'à ceux qui laissent le pouvoir d'État dans la rue, qui salissent de cette façon le pouvoir, il faut qu'ils arrêtent ça. C'est la même chose que nous avons connu aussi en Côte d'Ivoire lorsque comment l'appelle, le président Ouattara s'est ouvert la voie sur un troisième mandat. Il n'aurait pas dû le faire tout simplement parce qu'il se dit il avait ces cadres, il y avait les cadres capables étaient rares. Il n'en trouvait pas, et pour ne pas permettre lui a dit que c'était très proche. Après la mort le délitement. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas naviguer comme ça. C'est une navigation sans boussole. Tu ne peux pas décider à quelques 3 mois d'être candidat parce que tout simplement tel est mort. La mort est naturelle, on devait l'intégrer aux paramètres. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un et estimer que il ne peut pas mourir avant le scrutin, parce que lorsque vous prenez son premier candidat, c'est Gon Coulibaly souffrait d'une pathologie sérieuse et pourtant il a nommé Premier ministre. Il ne pouvait pas se dire que celui qui était greffé de cœur son cœur ne pouvait pas céder. Il le savait très bien. Avant de on ne peut pas donner cette charge. Il avait toutes les informations, il ne pouvait pas donner. Vous voulez dire que la CEDEAO doit lutter en amont c'est-à-dire qu'il faut que la CEDEAO, si elle veut être responsable, si elle veut être une CEDEAO que les peuples respectent, il faut que la CEDEAO agisse en amont lorsque la crise commence. Elle aurait dû intervenir lorsque le professeur Condé faisait ses oiseaux, c'est vrai, elle avait essayé, mais elle n'a pas été ferme en ce moment-là, parce qu'elle était allée voir Condé, mais Condé les a balayés d'un revers de main, c'est vrai, mais elle aurait dû être ferme en face de Condé et même dénoncer Condé après qu'il aurait fait passer cette loi-là. Mais la CEDEAO a envoyé même des observateurs pour les élections là. C'est un peu contradictoire. Oui, Kosiga à côté, vous voulez ajouter aussi quelque chose? Mon grand frère, Chris Ega, qui vient de me donner encore raison que Patrice Talon n'est pas le dictateur dont présume mon frère Firmin, parce qu'il y a des présidents qui ont truqué la Constitution à 3 jours ou à 3 mois des élections qui sont toujours présidents, parce qu'entre-temps, le Premier ministre pressenti pour ce poste-là était décédé. Donc c'est aussi une preuve de dictature. En tout cas, pour lui, ce n'est pas encore fini. On peut s'attendre à toutes sortes de choses. Mais pour le moment, il a rassuré. Il a rassuré. Il a rassuré. Le président Ouattara aussi avait rassuré. Il est en train de faire peut-être il a des connaissances du côté de Boni Yahi à qui il veut plaire. Non, lui dit que vous êtes l'ami sincère de Patrice Talon. Clairement, c'est bizarre. C'est nullement ça. Il est en train de faire un travail pas possible au Bénin. Il mérite d'avoir qu'on lui jette des lauriers. Mais cela dit, bon, maintenant on va parler, oui. La proposition du Bénin, vous êtes le seul à le jeter. Qui demande aujourd'hui à la CEDEAO de revoir un peu sa charte, pour corser un peu ses choses. Talon l'a dit. Talon a dit. Celui qui est taxé entre-temps par Firmin, le dictateur, a bien vu
Il a demandé à la CEDEAO qu'il revoie un peu ces textes pour prévenir ces genres de situations qu'on ne connaisse plus de bouche. Qu'on ne permette plus aussi au président qui exerce le pouvoir d'État de se donner le luxe de tripatouiller la Constitution comme il veut. C'est deux bonnes choses. Et ce serait une bonne chose qu'il soit écouté. Mais bien avant qu'il écoute aussi. Il faudrait que les militaires aussi sachent raison garder. Vous savez, les militaires ont beaucoup de devoirs. Vis-à-vis de la nation. Mais pas venir prendre le pouvoir avec les armes. Sauf ça. S'ils veulent faire la politique, il faudrait qu'ils démissionnent d'abord des armées et qu'ils viennent prendre de politiciens. Et là, on va les... Comme ça, ils vont savoir ce que c'est que se battre pour avoir le pouvoir. Pour le moment... Parce que pour eux, c'est les armes. Sinon, c'est trop facile quand même. D'autant plus que le président Ibeka finissait son quinquennat. Il pouvait finir le quinquennat et le peuple pouvait le sanctionner pour le faire partie. Tout simplement. Tout simplement. Maintenant, eux-mêmes, ils ont créé une situation intenable. Il va falloir que la communauté internationale et la CEDEAO ne les aident pas à prolonger l'ennui et puis la souffrance du peuple malien. En tout cas, le président ghanéen a été ferme, très ferme. On ne peut plus faire. Firmé, on va sortir de ce débat. Oui, bien sûr, on sort de ce débat. Moi, je termine avec ce que Akwete Kosigan a dit. Il faut que la CEDEAO soit ferme. Et puis c'est fini, quoi. Donc sinon, ces situations vont inspirer toujours les jeunes. Là, et on ira de coup d'État en coup d'État. Il faut qu'on s'inspire de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Et on aura, en termes d'organisation de la transition, et on aura des États beaucoup plus stables. Alors, on finit par le Togo, le débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouvert mardi à New York. Le président Faure Gnassingbé du Togo n'a pas fait le déplacement cette année, mais il a adressé un message vidéo qui a été diffusé mercredi dans la soirée. L'occasion d'exposer la politique menée par son pays, le Togo, pour garantir la paix et la stabilité dans la sous-région et lutter contre le terrorisme, une menace pour de nombreux pays de la région. Chris Ega, une sortie remarquée et remarquable. Franchement, c'était un discours poignant, un discours qui mérite d'être fait parce que il faut mettre la communauté internationale devant ses responsabilités en ce qui concerne les agitations que traverse l'Afrique, surtout au niveau de ces pays-là où les forces étrangères, là sont en œuvre. Vous savez très bien que le Togo est très représenté sur ces terrains-là. Les soldats, les Togolais sont sur ces terrains qui sont très dangereux et qui sont souvent frappés par la mort. Vous avez constaté que nous avons eu à recevoir ces cercueils-là ici. Mais qui veut aller mourir pour le Mali? Qui veut aller mourir pour le Niger à la place du Nigérien? Qui veut aller mourir à la place du Burkinabé en dehors du Burkinabé? Il faut que les soldats issus de ces trois pays-là prennent d'abord leurs responsabilités et qu'après la communauté internationale leur apporte ce qu'elle peut apporter pour les aider. Là où le discours du président Faure est très instructif et très important, c'est que la communauté internationale, lorsqu'on le dit ainsi, ça semble tout dire. En vérité, entre-temps, les pays se sont réunis en France pour prendre une décision, c'est-à-dire de créer un groupe G5, c'est-à-dire ce groupe-là qui va permettre d'aider l'aide, qui va apporter de l'aide à ces pays agités par les djihadistes. Je parle du Niger, je parle du Burkina et je parle du Mali. Et le budget qui a été arrêté en France pour aider ces pays-là n'est exécuté qu'à la hauteur de 20% jusqu'ici. Alors que ce G5-là existe depuis, je crois, 5 ans, mais le budget du G5 n'est pas exécuté. Avec quoi ferait-on la guerre aux djihadistes sur le terrain? C'est-à-dire, les gens se sont rassemblés pour prendre une décision. Cette décision-là qui n'est pas exécutée par la communauté internationale. Je crois que c'est ce que le président Faure était allé rappeler
à cette communauté internationale rassemblée dans le cadre des Nations Unies. Parce que cette communauté internationale a semblé oublier ses devoirs vis-à-vis de l'Afrique. Il n'y a pas que Covid auquel on doit s'attaquer aujourd'hui, mais il y a un mal plus vieux sur le terrain, c'est les menaces des djihadistes, les attaques des djihadistes qui emportent les gens par centaines, par mois, par milliers, par an. Il faut que ce mal-là soit traité à la racine. Le président Faure était allé rappeler à ces grands pays-là qu'il y a un autre mal qui sévit en Afrique, c'est les menaces djihadistes, et que les budgets qui sont affectés pour les opérations militaires sur le terrain, ce budget-là doit être exécuté. Voilà. Alors, la question de sécurité tient à cœur au président togolais, surtout dans la sous-région. On a vu ses multiples efforts pour la paix dans cette sous-région, et il a également corroboré à la tribune des Nations Unies. Oui, la justice du président, le discours du président Faure ne vient que témoigner de tout le sacrifice d'abord que le Togo consent, tant sur le plan national qu'international, pour la sécurité et le bien de tous. Cela dit, je voudrais toucher un point sur cette histoire de terrorisme. Je dis, si l'opinion internationale, je crois que si les pays occidentaux, fabricants des armes, veulent vraiment aider l'Afrique, les terroristes ne produisent pas des armes. Je n'ai aucune information me prouvant que les djihadistes produisent des armes. Ils les achètent quelque part. Si ces producteurs d'armes ne les vendent plus des armes, je crois quand même que dans un peu de temps, cette affaire-là peut être mise sous éteignoir. Bon, on parle des armes de la Libye également, qui sont partout finalement. Si Sarkozy, entre-temps, pour chasser Kadhafi, n'avait pas distribué des armes. il n'était pas seul. Non. Mais bon, c'est vrai que c'est lui le fil d'Ariane. Il y a les Américains. Pour que quiconque prenne pour faire la guerre contre Kadhafi dans le temps. Aujourd'hui, tout ça là se retourne contre nous. Maintenant, si cette même communauté internationale ne veut pas aujourd'hui donner de l'argent pour qu'on combatte ces personnes-là, finalement, c'est un jeu de dupes que le président Faure a bien fait de mettre en exergue. Pour que ceux dénoncer. Qui font mal sachent au moins une fois que ce qu'ils font là, ils doivent arrêter. Parce que vous ne pouvez pas créer des problèmes à des gens et refuser de les aider à venir à bout de ce problème. C'est tout. Donc ce discours est très salvateur et nous ne pouvons que le féliciter. Et aussi lui attirer l'attention sur les mesures d'accompagnement propres à la Covid-19 au Togo. Il a parlé également de cela. On va revenir sur cela. Oui, le discours du président togolais, Faure Gnassingbé. Oui, c'est un des points que nous abordons. L'intervention du président togolais, surtout le sujet que traite son intervention, c'est un des points que nous abordons dans notre centre de recherche de géopolitique internationale qui mettait Kouago. Parce que vous savez, l'ambition du président Eyadema à l'époque, c'était de contribuer au rayonnement du Togo à l'international. Et vous allez voir que partout où on parlait de paix, le Togo était présent. Au temps du général Eyadema, on parlait de Darfour à l'époque, on parlait de Soudan. Donc on voit les soldats togolais qui intervenaient là avec brio. Et avec Faure Gnassingbé, on a vu l'intervention du Togo, de l'armée togolaise dans la crise ivoirienne. Et aujourd'hui, le Togo est présent au Mali, un peu partout. Donc l'ambition du papa et l'ambition du fils sont presque les mêmes. Et les deux contribuent à faire rayonner leur pays sur le plan sécuritaire et sur la scène mondiale. C'est quelque chose que nous applaudissons toujours des deux mains. Et par-delà tout, ce que nous pouvons saluer, c'est l'engagement de notre armée. Vous savez, notre armée a toujours été présente. Lorsqu'on a toujours eu besoin de notre armée, parce qu'elle s'est toujours montrée beaucoup plus disciplinée et beaucoup plus professionnelle. Beaucoup plus professionnelle. Parce que nous avons réussi, le Togo a réussi à construire quelque chose. Ce que les Maliens n'ont pas, ce que peut-être les Ivoiriens n'ont pas, ce que peut-être les Guinéens n'ont pas. Une armée. Nous avons une armée professionnelle, une armée très disciplinée. Et c'est pour cela que les Nations Unies nous ont toujours fait appel. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu ce qui s'est passé en 2018
avec l'attaque de l'état-major du Burkina Faso. Vous vous rappelez, cela ne peut pas se passer au Togo. C'est parce qu'on a fait un travail sérieux et c'est ce que le président togolais est en train de brandir aujourd'hui aux Nations Unies. C'est le sérieux de son travail, le sérieux de son armée, la discipline. Surtout la discipline. Ouais, la discipline. C'est-à-dire la sécurité. Il faut rappeler que la dernière fois, avec le Gabon, on a dû renvoyer les 450 casse-bleu gabonais. Pour viol. Pour viol. L'indiscipline. Pour récidive. Même. Nous, on est très sérieux, quoi. Donc, bravo à la sécurité du Togo, bravo à ceux qui gèrent la sécurité du Togo, bravo au chef de cette armée. Et puis, une seconde, et puis une seconde, je ne sais pas, quand vous suivez un peu l'esprit du discours, le président togolais s'est mis dans la posture du chef de l'Afrique de l'Ouest. Ah oui, j'allais poser cette question. Oui, il s'est mis dans la posture du chef de l'Afrique de l'Ouest. Il a parlé comme nonobstant la présence des grands. Oui, le patron de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, bon, c'est normal aussi. Peut-être en matière de sécurité. Quand on voyait un peu en matière de sécurité. Oui, quand on voyait un peu la position géographique de G5 Sahel, c'est comme le Togo est le pilier du G5 Sahel. La gâchette, si tu veux dire. Oui, voilà, regardez, au-dessus du Togo, vous voyez le Burkina Faso. Vous voyez le Mali, vous voyez la Mauritanie, vous voyez le Tchad quelque part. Ça veut dire en réalité, il y a un travail énorme qui se fait à l'intérieur, c'est ce qui sécurise même notre pays. Et c'est pour cela que nous, on n'est pas ébranlés. Il n'y a rien qui nous ébranle. Et nous allons toujours prier que la situation soit ainsi et qu'on arrive à servir aussi les autres avec efficacité. Donc bravo aux autorités togolaises, surtout sur le plan sécuritaire. Avant de parler d'autres aspects de l'intervention du chef de l'exécutif togolais, vous voulez ajouter un mot? Vous voulez dire quelque chose? Une petite correction de ce que mon frère Firmin a dit. Il a dit comme du papa au fils. Ouais. Nous, on les considère comme plus des présidents. Il pouvait parler que le président fort et son successeur. Ouais. Voilà, et son prédécesseur. Là, c'est mieux. Ouais. Voilà, parce que Fort Nassingbe. Oui, il y a des voix. Il a été successeur. Peut-être que je voudrais ajouter quelque chose, c'est que venant même à l'aspect sécurité dans la zone, en dehors des dénonciations du chef de l'État, parce qu'il s'agit bien d'une dénonciation du laxisme de la communauté internationale vis-à-vis de ce qui se passe des agitations djihadistes dans le milieu. C'est-à-dire, on a l'impression que cette communauté internationale menée par la France, parce qu'il faut mettre un nom sur cette communauté internationale, parce que sinon les gens vont croire que c'est les Italiens, c'est les Américains, etc., les Allemands, etc. Mais il faut mettre un nom, un visage sur cette communauté internationale là, et le visage là, c'est le visage de la France. C'est aujourd'hui le visage de Macron. Il faut qu'on le dise très bien, parce que c'est quelqu'un qui avait sillonné ces milieux là pour dire qu'il va gouverner autrement, qu'il va démocratiser la parole. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est le service minimum qui est fait en face de ces djihadistes, là, un service minimum pour maintenir ces trois États-là dans une situation de survie qui ne leur permettent pas de se dégager du pétrin, du gouffre dans lequel ils sont placés. Comme ça, leur économie est une économie saignée. Ils seront obligés de demander l'assistance de la France dans tel ou dans tel domaine. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que cette communauté internationale dont le visage est la France dans le milieu, dans le Sahel. Il faut que la France s'abstienne de faire ce service minimum. Parce que la dernière fois qu'ils ont tué, la France a tué 1 ou 3 djihadistes dans une forêt quelque part. On brandit ça comme un trophée énorme qu'il faut exposer à la face du monde pour dire que voilà, la France est à la hauteur de la situation. Nous voulons dire ici, affirmer cela avec force, que la France n'est pas à la hauteur de la situation. La France fait semblant de faire la sécurité, dans le Sahel. Donc c'est cela aussi, le discours du président Faure est le bienvenu. C'est tout cela qui est dénoncé dans ce discours-là. Et de se passer de faire le service minimum qui maintienne les États dans une situation de survie qui les empêche justement de faire appel à d'autres États. Vous l'avez très bien compris lorsqu'il est question du groupe Wagner, et on a dit que c'est des mercenaires et la France n'en veut pas. Les Allemands n'en veulent pas. Et pourtant, sur le terrain, ils se livrent à un service minimum qui ne permettent pas de
régler le problème qui est sur le terrain. Et tout cela, le discours du président était le bienvenu pour les confondre. Justement, le président a profité également de l'occasion pour exposer la politique menée par son pays, le Togo, pour garantir la paix et la stabilité dans la sous-région. Ça, on en a déjà parlé. Il a également parlé du développement, de la santé et du développement inclusif. Oui, toute la politique du chef de l'État est exposée à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État a mis en exergue devant la face du monde ces idées très belles et qui sont en cours d'exécution d'ailleurs au Togo. C'est ce que moi j'ai. Au niveau de la santé, avec la discipline face à Covid-19. Ne fait que commenter un peu les actes qui sont en train d'être posés au Togo. Nous savons qu'il y a il y a toute une batterie de mesures qui sont prises actuellement pour pallier un peu à la crise de Covid. Mais, je dis, quand il reste à faire, c'est comme rien n'est fait. Je ne vais pas trop commenter ce que le chef de l'État a dit, mais moi je demande que des mesures d'accompagnement plus prises. Plus vastes, soient prises pour alléger le panier du ménagère. Nous souffrons au Togo, sérieusement. Parlant de développement. Avant que le développement ne commence, il faudrait que les Togolais aussi aient un peu de ressources, que la santé soit renforcée par ces plateaux techniques, que les enseignants, les journalistes, tout ça là, on leur trouve un canevas par lequel ils peuvent trouver de petites aides pour pouvoir tenir dans la crise. Sinon, Covid-19, c'est vrai, les vaccins sont dispos, les mesures, la lutte contre cette maladie se fait par plusieurs moyens, c'est très bien, on les félicite d'ailleurs, mais on leur demande de venir à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de subventionner le carburant, c'est de subventionner les denrées de première nécessité. C'est très important. Et de soutenir les journalistes. Les journalistes, c'est comme des gongonneurs dans les villages. Plus ils auront des ça, vous en parlez toujours. Covid-19 va fuir du Togo. Je sais de quoi je parle. Si les journalistes sont bien entretenus, Covid-19 va fuir du Togo. Parce que même celui qui est à Parataou, celui qui est à Sédomé, celui qui est partout va entendre... Le doyen Chris Sega est capable d'aller parler à ces populations. Sauront qu'il y a un vaccin qui est enfin disponible au Togo, connaîtront comment alors appliquer les gestes barrières. Ce n'est que ça. Puisque aujourd'hui, plus Covid-19 va fuir le Togo, plus on va commencer le réel développement. Mais on ne peut pas être dans une pandémie et penser développement. Ce serait plus difficile. Alors, Firmin Tekou Agbo, s'agissant du volet économique, le chef de l'État a souligné que son pays développait une politique axée sur la transformation agricole et les services logistiques. Donc, vous savez, si vous le permettez, avant de parler de l'économie, je voudrais rebondir un peu sur ce que ces gars dit par rapport à la sécurité, aller un peu dans ce sens. On a encore 5 minutes. Oui, non, vous savez, la simple question que je me pose, est-ce que la communauté internationale veut faire disparaître le terrorisme en Afrique? C'est la simple question que je me pose. Parce qu'en France, aujourd'hui, il y a des efforts qui se font pour déjouer un certain nombre d'attaques. Moi, je me dis peut-être l'Afrique, c'est un terrain de laboratoire où on expérimente peut-être les vieilles armes ou peut-être les soldats un peu fatigués. On les y envoie et on leur demande de rester là. C'est parce que, attendez, si toute la communauté internationale, c'est-à-dire toute l'expertise militaire française, toute l'expertise militaire de l'Union européenne, des États-Unis, si on met ça à contribution, au service de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Mais qui sont ces terroristes-là? Mais à côté, Conséquent avait dit quelque chose d'intéressant. Mais ces terroristes-là, ils trouvent les armes là où? Ce ne sont pas des fabricants d'armes. Donc il y a assez d'interrogations. Et puis je me demande pourquoi on a créé le G5 Sahel. Le G5 Sahel a été créé pour lutter contre le terrorisme. Mais vous créez la structure, vous ne dotez pas la structure de moyens. Comment la structure va-t-elle fonctionner? Ça fait déjà plus de 4 ans, 5 ans que la structure a été mise en place. Mais on ne sait pas pourquoi la structure n'est toujours pas fonctionnelle. Pourquoi on ne dote pas la structure de moyens? C'est là où c'est la grande question. Et puis ça intéresse aussi, ça a intéressé l'intervention du chef de l'État. Moi, je me demande si la communauté internationale veut une réelle volonté d'éradiquer le terrorisme. Donc, écoutez, sur le plan agricole, on va glisser aussi un mot. On n'a que 3 minutes. 3 minutes. Une seconde. À côté, Conséquent dit quelque chose d'important sur le plan économique. Mais ce qui manque en Afrique, surtout au Togo, c'est le pouvoir d'achat. Notre pouvoir d'achat n'est pas conséquent.
Donc il faut trouver des mécanismes pour rehausser le pouvoir d'achat. Parce qu'on ne peut pas parler de croissance avec un pouvoir d'achat faible. Donc il faut faire distribuer. Moi je le dis toujours, les Français ou les Occidentaux ont trouvé des mécanismes pour formaliser la chose, à dire faire circuler l'argent. Par exemple, quand on parle de RMI, RMI, RSA, c'est une manière de faire circuler l'argent dans le pays. Donc ça permet à tout le monde d'avoir un peu et d'injecter ça dans l'économie. Les investisseurs sont là, on crée des structures, il y a des consommateurs. Si vous n'avez pas de liquidité, vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas aller consommer. Et des gens, l'État ne pourrait pas avoir des ressources au niveau des taxes et des impôts. Donc sur ce point, bien sûr, on prend des mesures. Par rapport au Covid-19, on lutte contre le Covid-19, mais il n'y a pas de mesures, assez de mesures d'accompagnement. C'est-à-dire, on avait créé Novici entre-temps. Moi, je peux dire, si on peut ressusciter Novici et créer d'autres mécanismes pour faire rehausser le pouvoir d'achat. Moi, je me dis, le Togo, il y a... C'est plutôt moi. Je ne suis pas encore intervenu du tout. Ben, la question, parce qu'il y a une question. Oui, il y a une question. Bon, on va parler plus de l'économie. Oui, la transformation. Oui, bien sûr. Lorsque vous allez sur le terrain, à l'intérieur du pays, vous vous rendez compte que l'État fait un effort louable dans le sens d'abord d'étendre la surface cultivable au Togo. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que il faut que le développement dont nous parlons ait une base et des faisceaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut permettre au Togo de devenir, par exemple, un pays émergent, tout simplement un pays à revenu au moins intermédiaire, un pays qui assume face à l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que notre pouvoir d'achat n'est pas en phase avec le prix qui est la cherté, le prix sur le marché. C'est ça. Les prix bondissent, mais le pouvoir d'achat ne bondit pas du tout. Ce qui fait que l'inflation est grande. La mesure que je voudrais ajouter avant de poursuivre pour soulager, c'est qu'il faut que le 35 000, lorsque vous travaillez au Togo, vous avez, comme vous fonctionnez bien dans le privé, vous avez 35 comme le salaire au minimum. On ne peut pas être aujourd'hui à 35 parce que lorsqu'on considère que l'inflation est énorme, on ne peut pas être à 35 000. Donc, je crois qu'il y a eu une réflexion qui est menée sur le sujet en ce moment, au moins pour porter ce SMIC-là, au moins comme cela peut se faire dans les pays. Comme en Côte d'Ivoire, par exemple. Si ce n'est pas, au moins que ce soit comme le bénéfice. Mais les spécialistes sont en train de réfléchir sur le sujet. On espère que le salaire minimum va être augmenté, notablement augmenté. Et je crois qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte en ce qui concerne le développement que la transformation qui apporte la valeur ajoutée, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, du phosphate au Togo, ça nous revient au Togo sous forme d'engrais, alors que le Togo produit du phosphate, le Togo ne transporte rien, on vient transporter tout le minerai ici qu'on amène à l'extérieur et ça revient sous forme d'engrais. C'est de la même façon que les produits alimentaires que nous avons ici, qu'on produit dans les champs ici, partent pour revenir sous une autre forme. Et je ne parlais pas forcément du cas de cacao, mais il faut que le Togo passe par la transformation. Et pour aller à la transformation, il faut d'abord qu'on produise. Aujourd'hui, les produits alimentaires, il faut qu'on les produise en quantité suffisante pour servir une industrie de transformation. Je crois en 30 secondes, aussi bien à côté... Je crois que l'État fait beaucoup d'efforts. Vous l'invitez à décupler ses efforts. À étendre ses efforts par des subventions idoines sur les produits de première nécessité. Et accompagner les gens. Au moins en 7 ans de Covid. En 7 ans de Covid. Parce que l'État-providence n'existe plus. Accompagner les journalistes. Voilà. Les agents de défense et de sécurité et le personnel de la santé. Merci beaucoup à vous, Kosigan Akoité, président de Alliance Jeunesse Développement. Merci également à Chris Ega, directeur de publication de Express Info, Firmete Kouagbo, chroniqueur politique et directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmete Kouagbo. Merci à vous. On vous dit également merci. On se donne rendez-vous la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.